Cet épisode est réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on va parler de dieux et de déesses en colère. Dans des histoires qui se racontent depuis des siècles, on parle de mythologie. Et pour cela, je reçois Noémie Fachan. Salut Noémie. Salut Marine. Noémie, tu es illustratrice et autrice de bande dessinée. Tu officies sur Instagram sous le pseudo Maïdusa Gorgone et tu as publié récemment L'œil de la Gorgone, 22 figures mythologiques sous un regard féministe aux éditions Le Duc. La mythologie, tu connais bien. Mais d'abord, la mythologie, c'est quoi ? La mythologie, c'est un ensemble d'histoires, de légendes liées à une civilisation et ou une religion. Et dans nos contrées, quand on parle de la mythologie, on fait le plus souvent référence à la mythologie de la Grèce antique, qui a été formalisée entre environ moins 2000 ans avant notre ère et l'Empire romain. Dans le casting, on a des dieux comme Zeus, Apollon, Arès, des déesses comme Athéna, Aphrodite, Héra, des héros masculins qui combattent des monstres ou font la guerre On a gagné! Et parfois mettent beaucoup de temps à rentrer. Ulysse, Achille, Persée. Il y a aussi des femmes dévouées comme Pénélope et des femmes maudites comme Cassandre. On a souvent entendu ces noms à l'école, dans les films. On a vu des tableaux qui représentent ces légendes. Les histoires de ces personnages imprègnent fortement notre culture occidentale. Des histoires où tout ce petit monde tombe en amour, se marie, fait des enfants, tue ses enfants ou ses parents, viole, y compris en famille, inceste à volonté, maudit, jette des sorts, se bat en duel. Ça part dans tous les sens, c'est pas évident à suivre. Mais qui a écrit le scénario ? Alors ces histoires ont d'abord été transmises à l'oral, de génération en génération, modifiées, transformées. Donc on ne peut pas leur attribuer de paternité ou de maternité absolue. On peut seulement retracer leur parcours. Et puis elles ont été mises à l'écrit par des hommes, du moins officiellement, Homère, Ovide, Hésiode, Euripide, Sophocle. Puis elles ont été reprises, traduites, réinterprétées par d'autres hommes. Tout un boys club dont les écrits sont arrivés jusqu'à nous. Et leurs versions sont remplies de tas de stéréotypes sexistes. Par exemple avec l'histoire de Méduse. Méduse, c'est un peu ta chouchoute Noémie, au point que tu as pris son nom en pseudo. Qu'est-ce qui arrive à Méduse ? Et au passage, c'est quoi le rapport avec l'animal gélatineux qui vit dans l'océan et qui fait des piqûres où il faut faire pipi dessus ? Tu sais, je crois que c'est aussi un mythe, cette histoire de pipi sur les piqûres de Méduse. Méduse, dans la version d'Hésiode, c'est l'une des 3 Gorgones. Elle a 2 sœurs, Euryalée et Sténo. Méduse est une divinité primordiale dotée d'une chevelure magnifique. Poséidon, le dieu des océans, lui court après. Il tente une approche, elle le repousse. Il insiste, elle le repousse. Il insiste. Harcèlement. Alors elle se réfugie dans le temple d'Athéna, dont elle est l'une des prêtresses, pensant que Poséidon n'osera pas venir la chercher là. Athéna, c'est quand même la fille chérie de Zeus et la déesse de la guerre. Faut pas lui chercher des noises. Poséidon, il s'en fout, il rentre dans le temple et il viole Méduse. Impunité totale. Les mythes classiques, dirons-nous, racontent qu'Athéna est furieuse de l'affront qui vient de lui être fait. Son temple est souillé par le viol de Poséidon sur Méduse. Elle décide donc de punir Méduse. Inversion de la culpabilité. Athéna la transforme en une créature coiffée de serpents et lui attribue un regard pétrifiant. À partir de là, Méduse peut transformer en statue de pierre toute personne sur qui elle pose le regard. Ça c'est fort, hein. C'est Ovide qui raconte cette version et consacre par là, pour des siècles et des siècles, l'idée que les victimes de violences sexuelles sont coupables de ce qui leur arrive et qu'il convient de les punir. Et qu'est-ce qu'il se passe pour Méduse après ? Méduse se réfugie sur une île avec ses sœurs. Certaines versions du mythe racontent qu'Athéna transforme aussi l'apparence d'Euryalée et de Sténo parce qu'elles soutiennent Méduse. Recluses sur leur île, elles pétrifient les hommes qui tentent de s'introduire dans leur grotte. Cette situation va perdurer jusqu'à l'arrivée du héros grec par excellence, Persée. C'est qui celui-là ? Alors Persée, c'est le fils de Danaé que le roi Polydectès veut épouser. Mais Persée, il n'est pas d'accord. Non, 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 non.
car cela contrarie ses propres aspirations au trône. Alors Polydectès lui propose un truc. Si tu me ramènes la tête de Méduse, ce qui est considéré comme une mission impossible, je laisse ta mère tranquille. Mère à qui, au passage, on ne demande pas trop son avis. Persée se rend sur l'île de Méduse, il parvient à l'approcher grâce à un miroir, lui tranche la tête et rapporte son trophée pour montrer à Polydectès qui c'est le patron. Ok, donc Méduse, c'est l'histoire de la femme violée sur qui on rejette la faute et qui en bave toute sa vie jusqu'au féminicide. Ce mythe de Méduse, comme tous les autres mythes, ce n'est pas juste une histoire qu'on se raconte au coin du feu ou dans une soirée Netflix and chill. Les mythes sont des éléments constitutifs de la culture à laquelle ils sont rattachés. Ces histoires transmettent des valeurs et des croyances, donnent une explication de l'origine et du fonctionnement du monde. Ils justifient des pratiques religieuses, ce sont des histoires partagées qui relient les membres d'une même société. Les mythes de la Grèce antique ont imprégné la culture occidentale bien après la disparition de cette civilisation. Il y a plein d'œuvres classiques en littérature, musique, peinture qui s'inspirent de la mythologie grecque. Mais un mythe, par définition, ça évolue, ce n'est pas immuable. Ce sont des histoires qu'on raconte de génération en génération. Forcément, il y a plusieurs versions. À toutes les époques, des auteurs et autrices revisitent les mythes. Au XXe siècle, Anouilh a écrit sa version de l'histoire d'Antigone, qui n'est pas celle de Sophocle, datée du 5e siècle avant notre ère. Et des féministes proposent leur propre version, comme Adrienne Rich et Alicia Ostriker, deux poétesses et essayistes états-uniennes qui appellent à repenser les figures mythiques qui sont en grande majorité racontées par des hommes et qui forgent une certaine vision des femmes. Alors qu'on peut changer de perspective et raconter des histoires où les personnages féminins ont un autre rôle, plus émancipé. C'est ce que tu fais toi aussi dans ton livre. Alors c'est quoi ta version de Méduse ? On nous a raconté qu'Athéna punit Méduse. 1, c'est complètement injuste, et 2, c'est pas super logique. Athéna, c'est quand même, entre autres, la déesse de la sagesse, de la justice et de la paix. Qu'elle punisse injustement Méduse, ça tient pas vraiment la route. Moi, je pars du principe qu'Athéna ne punit pas Méduse. Au contraire, elle lui donne des armes pour se défendre. Les serpents effrayants et ce regard pétrifiant, c'est un moyen pour échapper aux harceleurs et aux violeurs. Méduse ne les utilise pas pour attaquer, mais pour se protéger des héros virils qui viennent essayer de la tuer. Et là, le rôle d'Athéna n'est plus du tout le même. Ce n'est plus une déesse vengeresse, c'est une femme alliée qui croit et soutient une autre femme. Ça change tout. Ça change tout, mais à la fin, même dans ta version, Persée finit par tuer Méduse. Oui, parce que Méduse est une femme qui vit loin des hommes, qui n'a pas besoin d'eux, une femme puissante, et rien que ça, c'est une insulte au patriarcat. Persée, c'est un jeune premier qui veut montrer à tout le monde qu'il n'a pas peur et qu'il peut relever tous les défis. Et au passage, montrer à futur beau-papa que c'est un héros et qu'il doit laisser maman tranquille. C'est qui le plus fort ? Dans ma version, Persée tue Méduse pour mettre en évidence cet archétype du héros qui a été modelé pour partir à l'aventure, dominer, soumettre, voire détruire ce qui est sur son chemin pour la gloire et la reconnaissance. Il existerait encore une autre version, où Athéna punit Méduse qui aurait un peu trop fait la belle, allant jusqu'à dire qu'elle était plus belle qu'Athéna elle-même. Athéna l'aurait punie par rivalité féminine. La fameuse rivalité pour savoir qui sera la plus belle. Encore un mythe qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ? Enfin, aujourd'hui, on ne transforme plus ses rivales en monstresses à tête de serpent. Oui, mais on fait défiler les femmes sur des podiums pour les juger, et ça plaît. C'est sûr que quand on regarde l'audience de la dernière soirée des Miss France, 6,41 millions de personnes avec un pic à 9,1 millions, soit une part d'audience de 58%. Wow. Dans ces concours, si une participante sort un tant soit peu de l'archétype attendu, gare à elle. Il n'y a qu'à voir les critiques qu'a essuyé Ève Gilles, élue en 2023 à cause de sa coupe de cheveux très courte. Tiens, décidément, encore une histoire de cheveux non conformes. Il existe un concours pour les hommes, Mister France, créé en 2001. Mais ce n'est plus diffusé à la télé faute d'audience. 400 000 téléspectateuristes en 2010. Pourquoi cette différence d'intérêt ? Parce que dans notre culture, la valeur des femmes dépend, bien plus que pour les hommes, de leur apparence suivant des critères de beauté. On les veut minces, jeunes, avec des cheveux longs, valides et blanches. Les femmes et les hommes les regardent, les jugent et les envient, voire les désirent. Mais quand à l'inverse, il s'agit de regarder des hommes, tout à coup, ça devient tabou. Une femme qui se permet de juger le physique des hommes ou qui manifeste son désir pour eux,
ça ne passe pas. Et un homme qui caresse un autre homme du regard est immédiatement soupçonné d'homosexualité, de ne pas être un vrai mec, de se ranger du côté des femmes. Et ça, en patriarcat, c'est la loose. Quelle surprise! En tout cas, on aime juger et mettre en concurrence les femmes sur leur physique. Et ça aussi, c'est raconté dans un mythe. Tout à fait, le mythe de la pomme d'or qui incarne la jalousie et la rivalité féminine, mais pas que. C'est quoi cette histoire de pomme? Mangez des pommes! Ça se passe au mariage de Thétis et Pélée, les parents d'Achille, héros légendaires de la guerre de Troie. Une réunion de famille, je sens que ça va déraper. Eris, la déesse de la discorde, n'est pas sur la liste des invités. Vexée, elle décide de faire ce qu'elle sait faire de mieux, pourrir l'ambiance. Eris dépose sur la table du banquet une pomme en or sur laquelle est inscrit « à la plus belle des déesses ». Mangez des pommes! 3 déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, entrent alors en rivalité pour cette pomme. Et par ricochet pour le titre de plus belle des déesses. Pour être départagée, elle demande à Zeus de trancher. Hyper lâche, ce dernier refile le dossier à Paris, un prince troyen abandonné parce que papa avait peur de se faire détrôner par sa progéniture. Thème ultra récurrent dans la mythologie, cette peur que l'aîné se fasse remplacer par un plus jeune. Pour convaincre Paris, chaque déesse va lui proposer une carotte irrésistible. Héra lui promet un grand royaume, Athéna lui promet la gloire et Aphrodite lui promet la plus belle femme du monde. And the winner is... Le mec choisit la plus belle femme du monde. C'est Hélène, qui est alors mariée à Ménélas, roi de Sparte. Mais Paris, sûr de son bon droit, il s'en fiche, il enlève Hélène et l'emmène à Troie. Dans certaines versions, Hélène est consentante et le suit volontiers. En tout cas, Ménélas, il est pas d'accord. Il rameute ses potes. Pas content! Pas content! Pas content! Et ensemble, ils partent faire la guerre de Troie pour ramener la belle Hélène et au passage le supposé trésor de la ville de Troie. Pas sûr qu'ils se seraient déplacés s'il n'y avait pas eu du blé à se faire. Il y a des batailles terribles, ça finira dans un bain de sang avec une histoire de cheval géant. On a gagné! Dans cette histoire, Hélène, c'est la femme trophée, la femme butin. Mais il y a 3 autres archétypes féminins si on revient à la pomme d'or. D'abord, Héra, l'épouse mais aussi la sœur de Zeus. Relation incestueuse, bonjour. Héra vit dans l'ombre de son mari. Elle n'existe que par le mariage. D'ailleurs, c'est la déesse du mariage, de l'union monogame, de la fécondité et des accouchements. Et c'est Zeus lui-même qui lui a confié cette mission. Une femme respectable. C'est la gardienne de l'institution du mariage, qui est trompée à tour de bras par son mari. Et dès qu'elle demande des comptes, les critiques pleuvent. On la trouve jalouse, injuste et ridicule. Le mari adultère, par contre, pas de problème. Ensuite, il y a Athéna. C'est la fille chérie de Zeus qui a jailli du crâne de son père tout en armure, prête à combattre comme un garçon. Elle représente la raison, la justice, la civilisation, mais aussi la stratégie militaire. Athéna, c'est la fille pas comme les autres, qui préfère les activités de garçons, qui n'aime pas les trucs de filles. Elle s'occupe de la guerre, pas du ménage ou des accouchements. Les futilités féminines, à passer des heures pour se faire belle, très peu pour elle. Elle ne court pas après les garçons. D'ailleurs, elle restera célibataire et vierge toute sa vie, une bonne fifi à son papa. T'es pas comme les autres filles, c'est un faux compliment suintant de misogynie. Ça sous-entend que ce que font la plupart des femmes, ça n'a guère d'intérêt ni de valeur. On termine en beauté avec Aphrodite, la déesse de l'amour et du glamour, archétype de la femme fatale, objet de désir. C'est elle qui gagne la pomme d'or. Ces 3 personnages représentent les injonctions contradictoires auxquelles les femmes font encore face aujourd'hui. Il faut être belle et séduisante comme Aphrodite, mais pas trop futile et bonne élève comme Athéna, mais sans trop la ramener afin de rester une épouse et une mère respectable comme Héra. Et au milieu de tout ça, il y a Zeus qui court après tout ce qui bouge. Un coureur de jupons, un homme à femme. Zeus, le mari d'Héra, passe son temps à la tromper. Et bien souvent, ces relations extra-conjugales ne sont pas consenties. Appelons un chat, Zeus, c'est le serial violeur de l'Olympe et c'est aussi le grand chef. Qui sont les victimes de Zeus? La liste est longue, très longue, à commencer par sa propre mère Rhea. Et comment il s'y prend? Une des stratégies de Zeus pour parvenir à ses fins, c'est de se transformer pour passer incognito.
Il se transforme en pluie d'or pour surprendre et violer Danaé, en aigle pour enlever Ganymède, un jeune prince troyen, et en faire un échanson sur l'Olympe. Échanson, c'est un gars qui s'assure que le VIP de la soirée a toujours son verre plein. Et plus si affinité. Zeus s'est aussi transformé en taureau pour enlever Europe, et en cygne pour tromper Léda. Tout un bestiaire. Il n'hésite pas non plus à prendre les traits des maris, des femmes ou des déesses pour approcher sans éveiller les soupçons. Il a même pris l'apparence de sa fille Artémis pour arriver à ses fins avec la nymphe Callisto. Il prend ses victimes par surprise. Ce sont bien des viols. Quand il n'utilise pas la ruse ou la surprise, il utilise la violence. Par exemple, quand il viole Perséphone, sa fille, avant de la livrer à Hadès, le dieu des enfers. Dans une autre version, c'est Hadès qui enlève Perséphone, sa nièce. C'est le festival de l'inceste et des violences intrafamiliales. On pourrait parler de plein d'autres personnages, auteurs de violences sexuelles, mais Zeus, c'est le plus emblématique. C'est lui qui a le pouvoir, c'est le chef des dieux, le big boss de l'Olympe. On va tout lui passer, parce que bon... c'est Zeus, c'est un grand homme. Il rend fier la France, non, la Grèce. Il est comme ça fait partie du personnage. Ça vous rappelle rien ? Que ce soit par la surprise, la menace ou la contrainte, dans tous les cas, ce sont des viols. Tel que défini aujourd'hui dans l'article 222-23 du Code pénal français. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par la violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Toutes ces histoires sont constitutives de ce qu'on appelle la culture du viol. Tu nous expliquais justement ce concept dans un autre épisode. C'est quoi la culture du viol ? La culture du viol, c'est l'ensemble de nos conceptions, de nos propos, de nos actions et de nos inactions qui forment un terrain propice au viol. C'est tout notre environnement social dans lequel les violences sexuelles sont normalisées, justifiées, minimisées, niées, voire érotisées. C'est également tout ce qui va dans le sens de l'impunité des agresseurs. Un classique de la culture du viol, c'est l'idée que le violeur serait un inconnu. Un prédateur marginal qui attaque sa victime dans un coin sombre. Or, on sait que dans 91% des cas, la victime connaît son agresseur. Il y a aussi l'idée que la victime l'aurait un peu cherché et qu'au fond, elle a aimé ça. C'est ces histoires où une femme dit non, mais où ça voudrait dire oui. Non, c'est non. Non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Avec Méduse, la pomme d'or et les autres histoires, on voit émerger la rivalité entre la mère, la pute et la fille pas comme les autres, la femme trophée, la femme malédiction, sur fond de culture du viol. Et dans quelques cas, il y a des femmes qui sont dignes d'estime. Oui, mais seulement si elles sont dans le sacrifice, l'oubli d'elles-mêmes, la souffrance, l'attente. Genre Pénélope. Pénélope, c'est la reine d'Ithaque, une fidèle épouse qui attend pendant 20 ans le retour d'Ulysse, tout en écartant les prétendants qui lui tournent autour. Pour ses beaux yeux, mais surtout pour la couronne à gagner en épousant la reine. Elle avait promis qu'elle reprendrait un mari une fois qu'elle aurait terminé de filer le linceul de Laërte, le père d'Ulysse. Pleine d'abnégation, elle défait chaque nuit ce linceul qu'elle tisse consciencieusement chaque jour. Il y a aussi la parole des femmes qu'on n'écoute pas, avec Cassandre, ou encore les femmes âgées qui n'ont donc plus aucun intérêt, comme les Grées. Toutes ces histoires, Noémie, tu te les réappropries et tu les renverses à la sauce féministe. Dans ton livre, tu parles de consentement, d'écoféminisme, de culture queer ou encore de regret maternel. Tous ces thèmes si actuels mais déjà présents dans ces mythes et légendes depuis des millénaires. Oui, je réécris ces mythes parce qu'on a besoin d'autres imaginaires, d'autres récits où les violences sexuelles sont réellement punies. Je veux des mythes dans lesquels les hommes n'ont pas à faire démonstration de force ou de violence pour montrer qu'ils ont de la valeur. Des histoires où les femmes ne sont plus victimes de ces violences sexuelles. Je veux des fables où les femmes s'entraident. Je veux en finir avec la rivalité féminine systématique qui nous fait croire qu'on ne peut pas être solidaire entre femmes. Pour sortir des stéréotypes de genre, de la culture du viol, il faut raconter ces histoires. C'est ma façon de lutter pour contribuer à faire émerger un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, on vous recommande bien sûr la BD de Noémie, L'œil de la Gorgone aux éditions Le Duc, mais aussi le livre L'Odyssée des femmes, une relecture féministe des mythes de Muriel Zaks et Les mythes, miroirs de nos sociétés de Laetitia Abad-Estieux. Je mets tous les détails dans les notes de l'épisode. Enfin Noémie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Retrouvez-moi sur Instagram, sur la page Maedusa Gorgone, où je vous attends pour parler de sexisme en bande dessinée, mais aussi en librairie. L'œil de la Gorgone aux éditions Le Duc et Maternité, Miracle et Malédiction aux éditions Hatier.
J'interviens aussi dans vos entreprises où je mène des conférences et ateliers de sensibilisation au sexisme ordinaire. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le sexisme, c'est comme les mythes et légendes, ça continue à traverser les siècles. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. À bientôt.